Salut les terriens. Je vais tenter aujourd'hui de vous traduire une vidéo de Vsauce, pour ceux qui connaissent. Chaîne à visiter, bien sûr. Cette vidéo est celle qui nous explique comment bouge la Terre. Alors cette traduction représente plusieurs heures de travail, comprenant la compréhension de ces explications, la traduction et le montage bien sûr. Il y aura peut-être quelques petites erreurs, soit dans ce qu'il dit, soit dans ce que j'ai traduit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous entendez quelque chose de bizarre, j'essaierai de vous répondre. Je précise que les vidéos de Michael Steven vont assez loin dans les explications. Il pousse vraiment la réflexion assez loin et il ne reste pas superficiel. Donc il y a certaines choses qui sont quand même assez complexes. Allez, c'est parti. Hey Vsauce, ici Michael. Avez-vous un ami qui est là pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année? Désolé, ce n'est pas vraiment assez bien. Si votre ami était vraiment votre meilleur ami, il serait là 24,0000006 jours sur 24,00006, 7 jours sur 7 et 365,2421891 jours par an. George Washington est né le 22 février 1732. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Le livre de la famille Washington dit pourtant qu'il est né le 11 février 1731/32. C'est pourtant, monsieur, je ne peux pas dire un mensonge. Et ne me parlez pas de 1752. En Russie, cette année semble complètement normale. Mais regardez le calendrier de l'Empire britannique de 1752. Rien d'anormal excepté le mois de septembre. Le 2 fut suivi du 14. On a supprimé 11 jours. Où sont-ils passés et qu'est-il arrivé? Il est temps de s'interroger sur le temps et comment la Terre bouge. Réconcilions ces deux choses qui ont conduit à d'étranges phénomènes. Nous aimons tous regarder des timelapses des étoiles se déplaçant dans le ciel. Mais en réalité, nous sommes les seuls à bouger, voyageant dans l'univers sur un véhicule appelé Terre, avec un pare-brise appelé le ciel. En regardant depuis le pôle Nord, nous tournons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, l'ouest poursuivant l'est. Je me souviens du sens en imaginant les États-Unis comme un animal étrange qui court, avec le Texas et la Floride comme des jambes. Mais nous ne faisons pas que tourner sur nous-mêmes. Nous tournons aussi autour du Soleil, sur un plan ayant un angle de 23,4 degrés par rapport à notre axe de rotation. Ça donne un peu envie de vomir à cette échelle, mais sur cette vue, vous pouvez voir que le soleil levant et couchant vient du fait que la Terre nous oriente soit vers le soleil, soit vers l'opposé. Ce mouvement est la cause du lever de soleil, du zénith et du coucher. Pour mieux comprendre ce mouvement, laissez-moi vous parler des méridiens. Vous êtes sur l'un d'eux actuellement. Votre méridien correspond à la ligne passant par l'endroit où vous vous trouvez et rejoignant le pôle Nord et le pôle Sud. C'est ce qu'on appelle la longitude. Alors que les lignes horizontales parallèles à l'équateur s'appellent les latitudes. Le Soleil est à son zénith où vous vous trouvez lorsque votre méridien pointe pile vers le Soleil. Une chose étonnante se produit à ce moment. Toutes les ombres autour de vous pointent directement vers un des pôles, sauf si vous êtes sur le point sous-solaire. Le point sous-solaire est le point sur Terre où les rayons du Soleil arrivent parfaitement verticaux. Ce point est toujours quelque part et vous pouvez le trouver en regardant des sites en ligne comme timeanddate.com par exemple. À l'endroit de ce point, il n'y a pas du tout d'ombre, elles disparaissent. 2 fois par an, le point sous-solaire passe par Hawaï et ces moments sont appelés le zénith Lahayana, ce qui veut dire « soleil coule ». Les objets verticaux semblent irréels pendant ce court temps, comme si c'était photoshopé. À Honolulu,
une sculpture de Isamu Noguchi, appelée Pont du ciel, jette une ombre tordue chaque jour, toute l'année, excepté lors des zéniths Lahayana, pendant lequel l'ombre est un cercle parfait. Vous habitez certainement un endroit où le soleil n'apparaît jamais directement au-dessus de vous, mais une fois par rotation, le point sous-solaire tombe quelque part sur votre méridien, ce qui vous donne le midi. Le mot technique pour signifier votre midi, c'est zénith. Les horloges sur votre poignet ou sur votre téléphone ne vous donnent pas votre zénith, car il y a des années de cela, on a réalisé que si chaque méridien avait son propre temps, une personne à seulement quelques kilomètres de vous, voyant des ombres différentes de vous, ne serait pas d'accord sur l'heure qu'il est. Ainsi, les villes adoptèrent leur propre heure. Plus tard, ce système a été standardisé et les fuseaux horaires que nous connaissons aujourd'hui furent inventés. Mais il y avait d'autres inconvénients à une heure basée sur les ombres. Si l'on veut aller plus loin, il faut tout d'abord se demander « mais qu'est-ce qu'une journée ?» Apparemment, il semble qu'à l'évidence, ce soit le temps que met la Terre à tourner sur elle-même. Oui, mais selon quoi? Par rapport à quoi? Tout ce qui est dans l'espace semble bouger d'une certaine manière. L'univers n'inclut pas des feuilles de papier millimétrées qui nous conviendraient, sur lesquelles nous pourrions tracer des chemins. La seule chose que l'on puisse faire, c'est regarder des étoiles très éloignées, un peu comme si l'on regardait à travers la fenêtre d'une voiture en mouvement. On réaliserait qu'elle bouge à peine comme le fait la Terre. Donc, un méridien sur la Terre fait un tour sur lui-même chaque 23,9 heures environ. C'est ce qu'on appelle le jour sidéral, qui signifie en relation avec les étoiles. Même si la notion semble claire, ce n'est pas sur cela que nos calendriers et nos horloges sont basés, parce qu'il y a une étoile plus proche, dont la position relative à la nôtre, qui a un effet plus important sur nous, le Soleil. Si on se place au-dessus du pôle Nord, encore une fois, on voit la Terre tourner sur elle-même dans le sens anti-horaire. Mais aussi, la Terre tourne autour du Soleil, dans le même sens. Après un jour sidéral, la Terre s'est déplacée sur son orbite. Donc, il faut tourner encore un petit peu pour qu'un même méridien se retrouve au zénith le lendemain. Cette rotation plus longue, c'est la base des calendriers et des horloges. Il s'appelle le jour solaire. Mais voici le problème. La durée exacte de rotation dont la Terre a besoin pour effectuer un jour solaire change d'un jour à l'autre. Nos horloges sont basées sur la durée moyenne d'un jour solaire. Voici un graphique solaire, une image du trajet du Soleil dans le ciel chaque jour. Si nos horloges nous donnaient l'heure réelle du Soleil, si l'on prenait une photo du Soleil chaque jour à midi, nous verrions une ligne droite de Soleil verticale. Mais voici ce qui se passe en réalité. Tout au long de l'année, il semblerait que votre horloge retarde, puis avance, puis retarde à nouveau et avance encore. Ce problème est connu depuis l'Antiquité, même si l'on ne connaissait pas la cause. Pour résoudre ce problème, l'équation du temps fut construite. Dans ce sens, le mot équation signifie réconcilier. L'équation du temps fut appliquée aux horloges pour calculer le temps réel, c'est-à-dire le temps solaire. Certaines horloges particulières, appelées horloges à équation, ont été faites pour réaliser ce calcul à notre place. Mais au final, elles ont été abandonnées et on a dit que non, le temps réel n'est pas ce que dit le Soleil, c'est ce que nos inventions disent. Cette transition a été importante. C'est une évolution de l'humanité. C'était la première fois qu'on réalisait être plus fort que nos parents. Nous avons réalisé que nos repères de temps étaient plus réguliers et nous avons tourné le dos aux repères du temps de la nature. Mais qu'est-ce qui a causé en premier ce désaccord? La réponse semble tourner autour de la rotation, la manière dont la Terre tourne autour du Soleil. Si l'équateur faisait face au Soleil tout le temps et que la Terre orbitait à la même vitesse, le point sous-solaire resterait toujours sur l'équateur toute l'année et le temps supplémentaire nécessaire pour effectuer un jour solaire serait toujours le même.
mais ce n'est pas le cas. Premièrement, l'orbite de la Terre est légèrement elliptique, donc sa vitesse varie durant l'année. Quand elle se déplace plus vite autour du Soleil vers début janvier, le temps supplémentaire nécessaire pour le jour solaire est plus long que quand elle est plus loin du Soleil et qu'elle se déplace plus lentement. Deuxièmement, l'axe de rotation de la Terre est incliné, donc le point sous-solaire se déplace durant l'année sur un cercle qui n'est pas l'équateur. Donc le Soleil change de direction en bougeant, d'abord vers le nord-est, puis s'équilibre, puis vers le sud-est, puis se rééquilibre et à nouveau vers le nord-est. À certains moments de l'année, quand le point sous-solaire est attiré vers l'orbite terrestre, surtout vers l'est, il va plus vite que la rotation de la Terre sur elle-même, et il faut donc plus de temps pour finir le jour. Par pure coïncidence, nous sommes sur Terre au moment où ces deux phénomènes augmentent et raccourcissent les jours au même temps. Donc ils s'ajoutent, faisant que le 18 septembre fait presque 1 minute de moins que le jour solaire le plus long, le 22 décembre. Pour l'hémisphère nord, les jours les plus courts sont en décembre, mais le jour solaire complet du lever au lever est pour tout le monde sur Terre le plus long le 22 décembre. Les gens de l'hémisphère nord le passent dans l'obscurité, du pôle nord. La Terre penche. Cela n'affecte pas seulement la longueur d'un jour, mais aussi celle de l'année. C'est cette inclinaison qui provoque les saisons. Pour la moitié de la Terre penchée vers le Soleil, la même quantité de radiation solaire est reçue sur une surface plus petite que dans l'autre moitié. Donc il y a plus de chaleur par zone. C'est ce qui crée l'été et l'hiver. La durée pour laquelle une orientation de la Terre se répète correspond à une année solaire ou année tropicale. C'est une manière très utile de définir une année parce qu'elle contient exactement chaque saison puisque c'est basé sur les orientations qui les créent. Mais le problème est le suivant. Le nombre de jours solaires qui se produisent pendant une année solaire n'est pas un nombre entier. C'est presque 365, mais il faut encore un quart de jour pour finir une année solaire complète. Ce qui rend la création d'un calendrier très complexe. Si votre calendrier ne possède que 365 jours dans une année, avec le temps, les dates vont se décaler par rapport aux saisons, à moins que ce quart de tour soit additionné pour créer une journée entière au bout de 4 ans. Regardez, la 4e année, le 1er mars, vient un jour trop tôt. Donc si on décale le 1er mars d'une journée en ajoutant un jour à février, par exemple, tous les 4 ans, ce sont les années bissextiles, on va retomber sur nos pas. Le jour ajouté n'allonge pas votre vie. Vous vivrez le même nombre d'années, c'est juste le nombre de jours par an qui n'est pas toujours le même. Mais qui s'occupe d'avoir un jour d'avance tous les 4 ans? Je veux dire par là qu'une journée, c'est pas grand-chose. On le remarque à peine. Mais avec le temps, si les fondateurs de l'Amérique ne s'étaient pas déclarés indépendants de la Grande-Bretagne, mais également des jours bissextiles, et les avaient abolis par exemple, aujourd'hui, nous serions, après 240 ans, décalés de 2 mois par rapport à la position de la Terre autour du Soleil. Et nous aurions l'hiver en avril et l'été en octobre. Ajouter un jour tous les 4 ans, c'est ce que fait le calendrier julien, introduit en 46 avant Jésus-Christ par Jules César. Il a été de facto utilisé comme calendrier occidental de référence pour très longtemps. Mais ce n'est pas encore parfait. Si on regarde attentivement, les jours bissextiles font en fait bouger le calendrier un petit peu trop loin à chaque fois. Parce que j'ai menti. 365,25 jours solaires ne font pas une année solaire. Le vrai nombre est légèrement plus petit et fluctue d'une année à l'autre dû à des changements à longue échelle des mouvements de la Terre et du Soleil. Ce qui signifie que l'ajout d'un jour tous les 4 ans est un tout petit peu trop. En 1582, les dates du calendrier julien
avaient 10 jours de retard sur les saisons, comparé à ce qu'elles auraient dû être. Ce n'est pas si grave 10 jours pour un millénaire et demi, mais l'Église catholique s'en est préoccupée, car elle voulait que la fête de Pâques soit célébrée exactement comme il le fallait depuis des siècles. Les astronomes de l'époque ont réalisé que les jours bissextiles reculaient le calendrier trop loin des saisons, et qu'il aurait fallu en ajouter moins pour régler le problème. La règle qu'ils ont rédigée pour le mettre en œuvre stipulait que tous les 4 ans seraient bissextiles, sauf les années divisibles par 100, à moins qu'elles soient divisibles aussi par 400, ce qui enlève 3 jours bissextiles en 4 siècles. Le 4 octobre 1582, le pape Grégoire XIII introduit ce nouveau calendrier qui porte son nom, le calendrier grégorien. De plus, il revient sur l'écart engendré par le calendrier julien, et il déclare le 4 octobre que le lendemain serait le 15. Donc les jours allant du 5 au 14 octobre de cette année n'ont jamais existé dans les pays catholiques. Il a fallu au reste du monde des siècles pour s'accorder. L'Angleterre et ses colonies, comme les futurs États-Unis, adoptèrent le calendrier grégorien en septembre 1752, date à laquelle leur date julienne était décalée de 11 jours par rapport aux saisons, d'où la disparition des jours allant du 3 au 13 septembre, ce qui explique pourquoi la date de naissance de M. Washington a 2 réponses. Bien que plus proche des saisons que le calendrier julien, le calendrier grégorien n'est toujours pas parfait. Les dates sont décalées des saisons d'un jour tous les 3216 ans. D'autres calendriers ont été proposés comme celui de la chaîne Stand Up Math qui se décale plus lentement. Allez voir sa vidéo. Mais arrêtons ceci. Asseyons-nous et profitons du mouvement de la Terre, sans essayer de le diviser ou de le nommer. Telle une image, gardez à l'esprit que les océans, la matière liquide de la Terre, les autres corps célestes sont toujours en train de se tirailler minutieusement, changeant très légèrement les mouvements de la Terre. Leurs effets sont mesurables, mais très difficiles à remarquer à grande échelle. Placez-vous au-dessus du pôle Nord. L'équateur tourne dans le sens anti-horaire à 1670 km/h. La Terre tourne autour du Soleil dans le sens anti-horaire également à 108 000 km/h, sur un plan incliné à 23,4 degrés par rapport à son axe de rotation. Et notre système solaire se déplace à 70 000 km/h en direction de Vega dans la constellation de la Lyre. Et notre galaxie, la Voie lactée, représente un plan incliné de 60 degrés approximativement comme un pare-brise de voiture. Pour finir, notre système solaire tourne dans le sens horaire à 792 000 km/h autour du centre de la galaxie, qui bouge elle-même dans l'univers. Nous savons ceci car, quand l'univers était très jeune, il était si chaud que les électrons et les protons bougeaient dans tous les sens, et les photons s'éparpillaient constamment. Mais ils ne pouvaient pas voyager bien loin avant de changer de direction à cause de ces électrons et protons. Donc l'univers était opaque. Mais après environ 380 000 ans, après le Big Bang donc, il s'est refroidi, juste assez pour que les protons et les électrons forment de l'hydrogène. Soudain, de manière abrupte, les photons n'avaient plus d'obstacles et pouvaient ainsi voyager relativement librement. L'univers devint, pour ainsi dire, transparent à la lumière. Depuis ce temps, ces premiers photons se propagent dans l'espace. Chaque jour, d'anciens photons libérés de cette opacité à ce moment-là atteignent la Terre et font partie de la radiation cosmique profonde de l'univers. C'est visible depuis n'importe quelle direction. Je vais simplifier ce qui suit, ce qui a été dit par Michael Steven,
car il va quand même assez loin dans les explications, mais en gros, cette histoire de photons, de lumière, c'est que notre galaxie, la Voie lactée, se déplace dans l'univers à une vitesse de 2,1 millions de kilomètres par heure en direction de la constellation, de la Vierge et du Lion, dans cette direction-là. Et notre galaxie est attirée par ce qu'on appelle le grand attracteur. Cette animation nous montre comment nous bougeons à la surface de la Terre dans l'univers, sur notre vaisseau spatial, la Terre. Ok, maintenant, arrêtons. Ce que vous voyez là représente 100 ans de mouvement dans l'espace. Ceci est le chemin que nous allons emprunter dans l'univers durant notre vie. Vous n'avez pas besoin de ticket pour ce voyage, vos parents ont signé sans demander. C'est littéralement le voyage de votre vie. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. Voilà pour cette vidéo les terriens, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si cela vous plaît, j'en ferai d'autres car Vessos a fait pas mal de vidéos sur la Terre qui sont très intéressantes. Voilà, je vous dis à bientôt les terriens. Ciao.